Bonsoir à tous, bienvenue sur LCP, bienvenue dans Thème de campagne. Vous connaissez le principe de cette émission désormais, puisque vous avez pu suivre le thème sur l'Europe avec Pascal Lamy, le patron de l'OMC, puis ensuite le thème sur la solidarité avec Nicole Notat, l'ancienne patronne de la CFDT. Le thème, le principe de l'émission, il s'agit d'aller au fond des choses et de comprendre un petit peu ce qui fait bouger la France et le monde aujourd'hui. Alors précisément, nous avons choisi, avec Mathias Léridon et avec Laurent Bigorre, nous avons choisi la croissance et nous avons choisi comme invité principal Thierry Breton avec Jean-Claude Mailly qui viendra, le patron de Force ouvrière, le numéro 1 en tout cas de Force ouvrière, qui viendra lui donner la contradiction. D'abord, pourquoi ce thème qui tombe en plein dans l'actualité d'abord, Mathias? Patrick, parce que la croissance, c'est l'enjeu central du prochain gouvernement. C'est d'ailleurs l'enjeu central aujourd'hui de la plupart des pays européens. Cette croissance la quête de la croissance qui devient un peu une quête du Graal. Et pourquoi décroissance? Parce qu'au fond, il y a plusieurs types de croissance. La croissance des pays émergents n'est pas la même que celle des pays européens, des pays à économie mature. Et puis, il y a des questions sur les voies pour trouver cette croissance entre l'austérité et l'orthodoxie budgétaire, et puis un certain nombre de voies qui se font jour aujourd'hui avec une idée de relance par la consommation, par l'investissement, avec peut-être une austérité plus progressive. C'est ce que nous allons aborder avec Thierry Breton et Jean-Claude Mailly. Thierry Breton, en effet, l'homme idoine pour en parler, vu son cursus, Laurent Bigorre. 4 très bonnes raisons, effectivement, Patrick, de l'inviter ce soir. Premièrement, un entrepreneur pour parler de croissance. Et Thierry Breton a été le président d'un certain nombre de grands groupes français. Il est actuellement le président d'Atos, qui est une des sociétés leaders en services informatiques en Europe. La deuxième raison, c'est qu'il connaît parfaitement la chose publique pour avoir été à la fois vice-président du conseil régional de Poitou-Charentes, mais surtout ministre de l'économie et des finances de notre pays entre 2005 et 2007. Et puis les deux dernières raisons, elles tiennent à l'image que les médias renvoient de Thierry Breton et de son action, à la fois un homme qui a un sens de l'anticipation, une vision, et aussi un chasseur de dettes. Et dette et croissance sont deux des termes que nous allons aborder ce soir. Mais nous allons le rejoindre tout de suite, il nous attend. Tout d'abord, bonsoir Thierry Breton. Bonsoir. On a beaucoup de choses à se dire, vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. Et puis nous, on va vous apprendre 2 ou 3 petites choses à travers des sondages que nous avons réalisés, toujours par notre institut Opinionway. Mais avant que l'on démarre, qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais que nous voyions ensemble, avec Sigor Ibanez, justement sur ce thème de la croissance, comment renouer avec la croissance. L'ex-candidat François Hollande en avait fait son cheval de bataille. Sa promesse, si nous voulons de l'emploi, de la croissance, plus de croissance en France et en Europe. Pour parvenir à son objectif, le nouveau président de la République promet la création d'une banque publique d'investissement, l'instauration d'un livret d'épargne industrie et enfin la réduction de l'impôt sur les sociétés pour les très petites entreprises. Voilà pour la France. Au niveau européen, François Hollande veut ajouter un volet croissance au pacte budgétaire. J'ai moi-même pris l'engagement au lendemain de l'élection présidentielle d'adresser un mémorandum à tous les gouvernements européens de façon à ce qu'il puisse y avoir déjà des mesures qui soient prises pour la croissance et la renégociation du traité qui puisse s'engager. Et à la grande surprise, en avril dernier, Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, plus connu pour son orthodoxie budgétaire, fait une proposition pour le moins inhabituelle. Aujourd'hui, ce que j'ai à l'esprit, c'est la nécessité d'un pacte de croissance. Stimuler la croissance pour limiter l'ampleur de la récession, c'est aussi la recommandation de Christine Lagarde, la patronne du Fonds monétaire international. Mais Mario Draghi est resté clair. La croissance, oui, mais pas question de relâcher les efforts de rigueur en Europe. Car sans désendettement, pas de croissance possible. En attendant ce retour à l'équilibre budgétaire,
François Hollande devra convaincre Angela Merkel de réviser le pacte européen. Ce qui promet d'âpres négociations lors du prochain sommet des chefs d'État de l'Union, les 28 et 29 juin prochains. Laurent Bigorgne, posons un peu le paysage. Oui, Thierry Breton, avant de parler de croissance, on va revenir sur ce qui fait le paysage économique de notre pays. D'ailleurs, c'est une photographie que la Commission européenne vient de révéler vendredi dernier à travers donc, la voix de Guérin. Et en 4 points. Une croissance à attendre pour l'année 2013 qui serait plutôt de 1,3%, là où François Hollande, le candidat élu, n'a fixé dans ses prévisions économiques à 1,7%. Un déficit de 4,2, là où on attendait un déficit français de 3. Un endettement total qui, pour la première fois, va dépasser les 90% et devrait même être à 92,5% et sans doute en 2012, dès 2012, 90,5% de notre PIB. Et puis un chômage qui, malheureusement, se stabilise à 10%. Ou un peu au-delà. La question que j'ai envie de vous poser pour, au fond, ouvrir cette question ou ce débat sur la croissance, c'est est-ce qu'on va sortir de cette spirale du déficit, de l'endettement public, et puis est-ce que cet endettement public pose justement des problèmes maintenant presque génétiques à la croissance qu'on pourrait attendre de nos voeux demain? C'est vraiment comme ça qu'il faut poser la question. La dette publique, parce qu'au-delà du déficit, il faut désormais parler de la dette. La dette publique, tous les Français maintenant la connaissent. On sait qu'elle s'élève à 1,8 milliard d'euros. On sait qu'elle a augmenté en gros de 50%, elle était à 1,2 milliard depuis 2007. Et on sait aussi, vous l'avez rappelé à l'instant, qu'elle vient de dépasser le chiffre fatidique de 90%. Cette dette, il faut expliquer aux Françaises et aux Français que ce n'est pas une dette perpétuelle. C'est une dette que nous avons contractée vis-à-vis des marchés, vis-à-vis de nous-mêmes, qui confions notre argent à des intermédiaires. Et cette dette, aujourd'hui, elle est détenue pour plus des 2/3 par des institutions financières qui ne sont pas françaises. C'est un cas un peu unique en Europe. L'Italie, par exemple, détient 85% de sa dette. Donc nous dépendons, nous, d'institutions non françaises pour cela. Deuxième élément à avoir en mémoire, la dette de la France a une maturité. En d'autres termes, on emprunte pour une certaine durée. La moyenne de la durée de la dette de la France, ce qu'on appelle la maturité, c'est en gros 7 à 8 ans. Ce qui veut donc dire que tous les ans, il faut rembourser 1/7 du stock de dette. Et c'est là où le problème commence à devenir crucial et où effectivement, ceci pèse très lourdement sur les économies à venir. À partir de 2013, on devra rembourser en gros entre 200 et 250 milliards d'euros par an jusqu'à la fin de la décennie. On sera le premier emprunteur européen. Et donc, à partir de 2013, c'est un cas absolument exceptionnel dans l'histoire récente de la construction européenne et surtout de la construction de l'euro. La France devient le premier pays émetteur de dette en euros au monde, devant l'Allemagne, devant l'Italie, devant l'Espagne. Et donc, les marchés vont avoir les yeux rivés sur nous. Alors, il faut emprunter, mais il faut emprunter, parce qu'on paye ensuite des intérêts lorsqu'on emprunte, à pas cher, si j'allais dire. Il faut emprunter le moins cher possible. Et pour l'instant, on a bénéficié, au cours des dernières années, depuis quasiment la constitution de l'euro, de taux d'intérêt extrêmement bon marché, car l'Allemagne occupait ce rang de premier emprunteur en Europe. Mais l'Allemagne avait un projet politique. L'Allemagne, c'était la réunification de l'Allemagne de l'Est, avec les 3 Länder qu'il fallait réintégrer. Il fallait emprunter pour pouvoir remettre un niveau et reconstruire cette Allemagne d'après-guerre. Et ce faisant, pour pouvoir emprunter à pas cher, les Allemands ont mené une politique, disons, vertueuse, pour ne pas dire rigoureuse. Et toute l'Europe, comme l'Allemagne, quand on commence la constitution de l'euro, l'Allemagne représente à elle seule 38% des émissions de dette en euros, toute l'Europe va bénéficier des taux d'intérêt allemands. À la fin de la décennie, il faut avoir un chiffre en tête, c'est la France qui représentera près de 40% à elle seule des émissions de dette en euros, et l'Allemagne ne sera plus qu'à 10%. Ce changement de courbe se passe en 2013. Donc il faut nous y préparer. De téléspectateurs qui nous regardent, je dis, mais au fond, ça a toujours marché comme ça. Alors qu'on soit à 60%, 70%, vous nous dites 90%, c'est un seuil fatidique. Pourquoi ça ne pourrait pas continuer? Alors pourquoi? D'abord, l'économie, c'est une science, mais il y a aussi beaucoup d'expérience, et il y a même des caractères un peu empiriques. Un livre extraordinaire que je trouve formidable, qui a été fait par des anciens collègues, je dis anciens collègues car après avoir quitté le gouvernement, j'ai été pendant quelque temps, pendant un peu plus d'1 an, professeur à Harvard, et 2 de mes collègues d'Harvard ont écrit un livre, Kenneth Rogoff et Mata Reinhardt, qui s'appelle « Cette fois-ci, c'est différent ». En anglais, « This time it's different ». Et en d'autres termes, ils ont repris toute l'histoire des crises économiques et financières du monde, depuis qu'on peut les répertorier, et ils ont constaté que
de façon empirique, certes, systématiquement, toujours, lorsqu'on dépasse 90% d'endettement dans l'histoire du monde, seuil critique. À partir de ce moment-là, la croissance baisse systématiquement dans tous les pays où ça s'est produit, pendant 3, 4, 5 ans, d'au moins un point. La croissance potentielle. La croissance potentielle de la France, c'est la croissance naturelle. Aujourd'hui, celle de la France, elle est à peu près de 1,7%. Ça voudrait donc dire, s'ils ont raison, si l'histoire a raison, si la science économique a raison, ça voudrait donc dire qu'on doit se préparer à avoir une croissance potentielle de la France, vraisemblablement jusqu'à la fin de la décennie, qui devrait se situer en dessous de 1, clairement, entre 0,5 et 1%. Alors, on a envie de vous poser la question avec cette perspective-là, et puis on va revenir sur la croissance. Est-ce que, et je vous la demande d'emblée, l'objectif de 2017 pour revenir à l'équilibre budgétaire, il vous paraît tenable ou pas? Alors, cet objectif, d'abord, il est nécessaire. Car vous savez, lorsque on emprunte, il faut pouvoir précisément mettre un prix à cette dette, à ces taux d'intérêt. Et le prix a de l'importance. Figurez-vous qu'aujourd'hui, on emprunte en France, en gros, à 3%, un peu moins, autour de 3%. Ce qui est pas cher. Ça peut changer à tout moment. Mais, Patrick Poivre-d'Arvor, vous avez raison, ça peut changer à tout moment. Et si jamais ça augmentait d'un point, passer de 3 à 4%, ça peut arriver. Rien que sur la charge des intérêts que l'on paye tous les ans, ce serait, en année pleine, 15 milliards d'euros de plus dans le budget. Je rappelle que le budget de la France, c'est 288, 290 milliards d'euros. 15 milliards d'euros, c'est absolument gigantesque. L'impôt, la totalité de l'impôt sur les revenus des Français, c'est 45 milliards. Ça ferait un tiers de l'impôt, en plus, uniquement comme ça. Pardon de le dire, mais en un claquement de doigts. Donc il faut absolument pouvoir avoir une politique qui vous donne une trajectoire et que derrière, ceux qui mettent un prix sur cette dette puissent le faire de façon argumentée et construite. Donc la nécessité de mettre une trajectoire est absolument indispensable. Alors la question que vous posez, pourquoi 2017 ? C'est une excellente question et je me la suis posée moi-même. C'est pas parce que c'est la fin du quinquennat. Voilà, peut-être, mais c'était, en fait, je crois que c'est surtout parce que Nicolas Sarkozy avait dit 2016 et que finalement, pour moi, ce sont peut-être des orientations et voire des décisions de campagne. Je ne pense pas que ce sont des décisions de la France. Ce sont des décisions de campagne. Nicolas Sarkozy avait dit 2016, François Hollande a dit 2017. Et quand on regarde l'histoire nous apprend qu'au cours des 30 dernières années, le maximum que l'on ait pu faire en séquence de réduction du déficit de la France, c'est 0,5 à 0,7% par an pendant 2, 3, 4 ans. C'est vraiment ce qu'il y a de plus dur. Moi, lorsque j'étais à Bercy avec mon équipe, on a baissé le déficit 2005-2007 de 0,7% par an pendant 2 années de suite. Ça a été excessivement difficile. Et il y avait un petit peu de croissance. Donc ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, ce qui me semble raisonnable, c'est plutôt 2018 ou 2020 comme atterrissage que 2017. Et je voudrais reprendre un point qui est extrêmement important. Pourquoi en est-on venu à nous mettre dans cette logique d'avoir des objectifs et derrière la fameuse règle d'or qui est évidemment le sous-jacent, c'est-à-dire la nécessité de mettre dans la Constitution l'obligation de cet atterrissage. Pour un point très important qu'il faut absolument avoir en mémoire, en 2007, j'avais avec Pierre Steinbrück, mon homologue allemand, qui était le ministre des Finances, qui est du reste maintenant l'un des leaders du SPD. Certains le voient promis à des hautes fonctions, on verra bien. En tout état de cause, nous partagions tous les deux cette passion de la, disons, vertu budgétaire. Moi, j'ai réduisé la dette. Lui aussi, on discutait entre nous. On cédait du reste. On cédait mutuellement à être un peu contraignant vis-à-vis de nos propres mandants. Et on avait convaincu l'ensemble des pays de la zone euro d'avoir un atterrissage, on était en 2007, à l'horizon 2010, pour revenir à peu près à 60%. La France était à 62% d'endettement et entre moins 1 et 0%. Tous les pays avaient signé. Et puis, changement d'élection, à ce moment-là, évidemment, ça contraignait un peu le nouveau président, et cet accord a été remis en cause. La réaction à ce moment-là, la réaction de l'Allemagne a été extrêmement violente, puisque, voyant que cet accord ne pouvait pas être réalisé, ni mis en œuvre, eh bien, l'Allemagne, de façon unilatérale, sans nous en parler, a pris la décision, entre guillemets, puisque c'était comme cela, d'inscrire dans sa constitution, dans sa loi fondamentale, l'obligation de retour à l'équilibre en 2016. On est en 2008, ça fait donc 8 ans. L'Allemagne s'était donné 8 ans pour le faire. Alors nous, à l'époque, elle était à moins 2% de déficit. Nous sommes aujourd'hui, vous l'avez rappelé tout à l'heure, à moins 4,4% de déficit. Alors précisément. Et alors, il nous faudrait 4 ans ? C'est, je pense, impossible. Je vais vous apprendre à tous les deux les résultats d'un sondage. Première question que nous posions aux Français par l'intermédiaire d'Opinionway. Selon vous, pour favoriser la croissance en France, que faudrait-il en priorité ? Vous allez être certainement surpris par les résultats.
très fortement, très majoritairement baisser les dépenses de l'État, 60%, ensuite alléger la fiscalité qui pèse sur les entreprises, assouplir le fonctionnement du marché du travail à 19%, tout comme d'ailleurs lancer un grand programme d'investissement public, renforcer le rôle de l'État dans l'économie, 16%, même chiffre pour investir dans l'éducation et dans l'enseignement supérieur, réformer les retraites et l'assurance maladie afin d'en baisser le coût, 13%, et puis 9%, le chiffre ne fera peut-être pas plaisir à Jean-Claude Mailly tout à l'heure, mais c'est améliorer la qualité du dialogue social. Un premier commentaire, Laurent. C'est très intéressant, Thierry Breton, parce qu'on voit bien qu'il y a là deux choix politiques forts, à la fois baisser la dette et en même temps alléger la fiscalité qui pèse sur les entreprises, dont on a un peu entendu parler pendant la campagne, mais qui ne sont pas nécessairement le motto aujourd'hui de la majorité qui arrive au pouvoir. Et en même temps, on voit l'Allemagne, vous en parliez il y a un instant, qui pousse. Il y avait ce matin un article du ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, dans les Échos, qui disait oui à la croissance. Vous avez le sentiment... Pas n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle. Justement, vous avez le sentiment que Français et Allemands parlent de la même croissance? Aujourd'hui, non. Vous pouvez préciser on ne parle pas de la même croissance parce que, d'abord, tout simplement parce que la France dépense 56,2% de son produit intérieur brut en dépenses publiques, alors que l'Allemagne est à 46%. Nous dépensons 10 points de plus en dépenses publiques que l'Allemagne. Nous sommes du reste le pays au monde qui dépense le plus pour la sphère publique. Ça, c'est un message entendu, parce que les Français nous disent... C'est un constat. Les Français nous disent majoritairement, il faut baisser maintenant ces dépenses. Reste, les Français, j'allais le dire, les Français ne s'y trompent pas, et avec leur bon sens, ils disent à 60%, et donc dans ces 60%, il y a évidemment beaucoup de ceux qui ont voté pour le président actuel, ils disent il faut baisser la dépense publique. C'est une nécessité. Alors on va voir ensuite le comment, et puis aussi, surtout, je dirais, la durée sur laquelle il faut le faire. Puisqu'ils ne disent pas, forcément, c'est à condition que ça ne touche pas mais comme d'habitude, vous savez, aux intérêts personnels. C'est du reste, je dirais, à la fois la grandeur et la servitude du ministre des Finances. Il est là pour dire non, et il a affaire à des députés qui, à l'Assemblée, disent que vous n'en faites pas assez, et lorsqu'ils rentrent dans leur circonscription, disent que l'État est trop ingrat avec eux. Et le ministre des Finances doit gérer tout ça. Ceci étant dit, pour revenir à votre question, non, nous n'avons pas la même structure aujourd'hui que l'Allemagne. L'Allemagne, on en parlera certainement au cours de l'émission, a maîtrisé totalement sa dépense publique. Nous ne l'avons pas encore fait. C'est absolument indispensable. On ne peut juste plus vivre aujourd'hui dans ce crédit-là. Et surtout, ce qui est important, on a l'habitude de dire il faut rembourser la dette pour nos enfants. Bien sûr, c'est ici un acte et une décision morale. Mais j'allais presque dire qu'on a dépassé ce stade. D'ores et déjà, en 2013, à combien allons-nous lever les 225 milliards d'euros, c'est-à-dire 1 milliard d'euros par jour ouvré qu'il va falloir emprunter sur les marchés? Je rappelle que le budget de l'État, c'est 288 milliards. On va presque emprunter la totalité du budget sur les marchés. Et si on a une petite dérive, parce qu'on n'a pas tenu l'objectif qu'on avait donné aujourd'hui aux marchés qui ont permis de mettre un prix sur cette dette, eh bien à ce moment-là, les taux d'intérêt augmentent. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive dans une situation de très grande fragilité et d'étouffement de la dépense publique par ces charges d'intérêt. Donc il faut le faire, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Je reviens un instant sur ces 30% de Français, de sondés, qui nous disent qu'il faut alléger massivement les impôts sur les entreprises. Ça vous surprend? Non, je crois que c'est aussi du bon sens. Alors bien sûr, ils sont moins nombreux. Mais c'est les gens qui connaissent bien les PME, par exemple. Mais ceux qui connaissent les PME le savent aujourd'hui. On a un tissu de PME qui est beaucoup trop fragile, on y reviendra aussi, c'est l'une des raisons structurelles aujourd'hui pour laquelle la croissance est aussi un peu étouffée. Il faut évidemment doper ce réseau de PME, il faut leur permettre d'être plus grandes, d'exporter davantage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui pourra être fait pour lever un peu le joug sur les PME sera absolument indispensable. Je vous interromps tous les deux pour vous montrer la deuxième question que nous avons posée donc à nos sondés. On demande aux gens, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir quand même renouer avec la croissance tout en préservant le modèle social? Alors là, on va tomber sur une France coupée en deux, comme celle qu'on a connue le 6 mai dernier, et exactement d'ailleurs avec les mêmes chiffres, à savoir, oui, 52%, non, 48%. Ça vous étonne? Ça pourrait presque être la cartographie du deuxième tour. Si, évidemment, il faut rentrer dans l'analyse. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, le modèle social français est soutenable à conditions économiques inchangées? D'abord, je ne crois pas du tout qu'au-delà du hasard et de la magie des chiffres, c'est la cartographie du résultat du second tour. Je sais, pour bien les connaître,
qu'il y a des gens qui ont voté à droite et qui ont voté à gauche, qui partagent ce que nous disons. Je dirais que ceci est assez partagé aujourd'hui, au fond, on le voit du reste, sur l'opinion, au-delà des clivages du reste. Oui, on le voit sur la dette. On le voit sur la dette, où tout le monde a conscience de cela, et donc si on a conscience de cela, il faut tirer les conséquences, et on voit bien effectivement que le modèle social, tel qu'il est construit aujourd'hui, avec, je le répète, bientôt près de 60%, si on continue comme ça, du PIB qui est dépensé en dépenses sociales, est devenu intenable. La question devient évidemment toujours comment et sur quelle durée. Et je voudrais vraiment attirer votre attention sur ce point. Aujourd'hui, on s'est mis un peu, je dirais, par le jeu de la présidentielle, dans une contrainte de temps dont j'estime, moi, à titre personnel, et je l'ai écrit depuis 3 ans, qu'elle est beaucoup trop contraignante et, à mon avis, beaucoup trop difficile à réaliser. Réaliser tout ce qu'il y a à faire évoluer progressivement, avec une acceptabilité sociale qui permette de le faire, avec la pédagogie nécessaire en amont, avec le fait qu'on pourrait y associer le plus grand nombre, réaliser les réformes nécessaires pour pouvoir baisser cette dépense publique, c'est un travail gigantesque, c'est un travail pour moi d'une décennie, et donc il faut très certainement se desserrer un peu la contrainte dans laquelle on s'est mis. Regardez ce qui se passe en Grèce aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Espagne. Si on est dans les mains du FMI, eh bien, ce n'est pas compatible avec des vieilles démocraties. Et pour rendre espoir, justement, pour rendre espoir à ceux qui nous regardent, comment est-ce qu'on regagne de la compétitivité? Encore une fois, les mesures prioritaires pour vous. Alors d'abord, vraiment, je le redis, avec du temps. Il faut pouvoir reloger dans cette nécessité d'assainissement des finances publiques. Il faut pouvoir reloger des mesures d'accompagnement. Il faut pouvoir reloger des mesures de croissance. Il faut donc pouvoir être plus souple. Il faut pouvoir se relibérer des marges de manœuvre qu'on ne pourra pas avoir instantanément. On ne pourra pas les avoir instantanément par des actions simples. Bien entendu, on en reparlera tout à l'heure, avec des grands projets. Bien entendu, la BEI qui pourra être recapitalisée, des bras de levier importants. Il y aura tout cela, mais ça va prendre du temps. Entre-temps, eh bien, il faut impérativement pouvoir se redonner un horizon de temps, discuter rapidement et de façon le plus consensuelle possible, et puis engager ces réformes. Et toute la subtilité, toute la difficulté va être sur le comment. Alors justement, ça c'était la question, la croissance comment. On va faire maintenant la croissance demain. Je vais remercier Laurent Bigorgne, qui va être remplacé par Mathias Léridon pour aborder avec nous ce thème. Et pendant que vous installez, Mathias, je vais vous montrer un nouveau sujet de Sigor Ibáñez qui va nous montrer justement, répondre à cette question, quelle croissance pour demain? C'est une croissance mondiale qui fonctionne à 2 vitesses. D'un côté les pays émergents, de l'autre les nations développées. Championne du monde de la croissance, la Chine, plus 9% en 2011. Suivi de près par l'Inde, plus 8,6%, et le Brésil, plus 7%. Parmi les mauvais élèves, les États-Unis à peine 1,6% de croissance. Le Japon est en récession, moins 0,6%. Et enfin, la zone euro, pas plus de 0,7% de croissance. Alors quelles sont les entreprises qui tirent leur épingle du jeu? Principalement les géants du pétrole, de l'informatique et de la banque. Au sommet des 5 premières capitalisations boursières, ExxonMobil, le pétrolier américain, 322 milliards d'euros. Suivi par un autre pétrolier, PetroChina, arrive ensuite le groupe Apple, puis la banque chinoise ICB, et enfin le brésilien Petrobras. Au final, seule une entreprise européenne figure dans les 10 premières mondiales. Shell, le géant britannique du carburant. Le premier groupe français, Total, pointe à la 33e place. Des entreprises du CAC 40 qui réalisent près des 3/4 de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Cela représente plus de 1000 milliards d'euros en 2010. Car la France investit massivement à l'extérieur de ses frontières. Principalement en Europe, près de la moitié de ses échanges, dans les pays émergents et en Amérique du Nord. Le pays investit donc beaucoup à l'étranger et réciproquement. La France est même devenue le 3e pays mondial le plus attractif. Près des 3/4 de ses financeurs internationaux sont européens. Les autres sont principalement américains et asiatiques. Parmi eux, les Qataris. Depuis 2007, le richissime émirat avance ses pions en France. Rachat du Paris Saint-Germain. Prise de participation dans les groupes Total,
Lagardère et Vinci. Comme si la croissance de demain ne pouvait se passer des pays émergents et de leur florissante économie pétrolière. Justement, parlons-en, Mathias Léridon, de ces pays émergents. Oui, parce que Thierry Breton, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une croissance qui est partagée dans le monde, une croissance entre les pays émergents qui ont une croissance forte, et puis les économies matures, les États-Unis, l'Europe, dans lesquelles on a un problème pour retrouver le chemin de la croissance. Moi, je voudrais poser une question qui n'est peut-être pas très politiquement correcte, mais au fond, après la crise de 29, après la Seconde Guerre mondiale, pour les pays émergents, les économies émergentes, on a à un moment donné décidé collectivement d'effacer une partie de la dette. Est-ce qu'un jour, il va falloir, pour retrouver le chemin de la croissance, pour pouvoir gérer ce gap de la dette, se poser la question de l'effacement d'une partie de la dette européenne? Le problème, c'est que cette dette, aujourd'hui, atteint des niveaux absolument considérables. Reprenons le petit film que vous venez de nous montrer. Les pays, aujourd'hui, comme le Japon, moins 0,6 en récession, l'Europe, plus 0,5, les États-Unis, 1,06, qui ont une croissance aussi faible, sont des pays qui ont soit dépassé depuis longtemps ce fameux seuil des 90%, le Japon est largement au-delà, soit qu'ils l'atteignent comme l'Europe, soit qu'ils courent comme les États-Unis. Donc on retrouve toujours ces montants absolument considérables. On n'est plus du tout dans la logique des années 30. Cette dette, elle est détenue désormais par tous les acteurs financiers mondiaux. Oui, mais on l'a fait avec la Grèce il y a quelques semaines. Oui, il y a quelques semaines, on a décidé qu'avec la Grèce, pour des raisons de solidarité européenne, il fallait qu'on fasse prendre en charge par un certain nombre d'investisseurs financiers une partie de la dette grecque. Alors, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'une partie de cette dette européenne, qui pose un problème, vous nous l'avez très bien expliqué, qui pose un problème pour retrouver la croissance, est-ce qu'il ne faudra pas se poser la question de cet effacement d'une partie de la dette européenne? Sauf que la Grèce, tout le monde le sait désormais, c'est à peu près l'Île-de-France. Donc on parle d'un sujet qui est extrêmement douloureux pour les populations et la population grecque, qui est extrêmement difficile, mais qui est un tout petit sujet au niveau, on parle de 130 milliards, au niveau de l'ensemble des dettes du monde, 50 000 milliards de dollars, qui sont aujourd'hui, qui nous entourent. Donc la question n'est plus tenable aujourd'hui de se la poser comme ça. C'est totalement infaisable. Non, mais une partie de la dette. Non, une partie, ça veut dire quoi une partie? Selon quels critères? Comment? Je ne sais pas, par exemple, peut-être pour passer en dessous du seuil intenable des 90%. Et entre-temps, comment vous tenez précisément vos échéances quotidiennes auxquelles vous devez faire face? Et on voit bien qu'aujourd'hui, vraiment, je pense que la seule vraie logique, c'est de nous redonner du temps. C'est peut-être une autre façon de dire qu'on peut effacer une partie, précisément, aujourd'hui, la contrainte qui pèse sur nous. Nous redonner une décennie pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire, plutôt que de le faire en 3 ou 4 ans. C'est la seule logique. Après, vous y logerez les mesures d'accompagnement. Après, vous verrez peut-être si vous avez des créanciers qui acceptent, selon quelle modalité, on verra bien, parce qu'encore une fois, les montants sont absolument considérables. Il s'agit des pensions, il s'agit des retraites des uns et des autres. Les dettes, je le rappelle à nos téléspectateurs, la dette dont on parle, c'est essentiellement du reste qui permet de payer à terme les pensions et les retraites des uns et des autres. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, prendre des décisions aussi radicales que celles que vous annoncez, provoquerait un effondrement et une déflation mondiale absolument considérable. Mais votre échéancier, il est dur à tenir, parce qu'il y a des calendriers électoraux. On est encore en ce moment en élection législative en France. Dans un an et demi, ça va être les Allemands, après d'autres. Et puis on voit que chaque fois qu'on est dans une logique de politique d'austérité peut-être un peu trop brutale, on a une montée des partis extrémistes en Europe. C'est la raison pour laquelle, vos deux interventions, je vais les résumer dans ma réponse, c'est la raison pour laquelle la bonne solution, me semble-t-il, c'est d'avoir une échéance qu'avaient faite les Allemands, qui enjambe une élection majeure. Je le rappelle, 2008, les Allemands décident qu'en 2016, ils s'engagent à être pratiquement à l'équilibre, moins 0,35%. Ils se donnent 8 ans pour le faire, et ils enjambent des élections du nouveau chancelier. Ils en prennent 2 même. Eh bien pour nous, c'est la même chose. Si on veut précisément se donner cette maturité, qui pourra peut-être du reste éviter aux extrêmes de se faufiler dans les interstices que nous leur laissons, eh bien, enjamber des échéances aussi importantes que l'échéance présidentielle en France permettra de retrouver un niveau de maturité économique et politique suffisant pour pouvoir précisément, ensemble, faire ce qu'il y a à faire. Alors Thierry Breton, vous avez été à la fois ministre des Finances, vous êtes patron d'un grand groupe coté, vous êtes patron de plusieurs grands groupes cotés. Aujourd'hui, lorsqu'on est président d'un grand groupe coté et qu'on est face à cette question de comment imaginer la croissance demain, quel conseil on donne au ministre des Finances? D'abord, il faut vous adresser au chef d'entreprise que je suis.
je me pose tous les jours ces questions et je sais que ces questions taraudent l'ensemble de mes confrères, chefs d'entreprise, qui sont par ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, des clients, puisque nous offrons des prestations informatiques. Donc ces problèmes de la dette, ces problèmes du financement, ces problèmes des taux d'intérêt est un problème absolument majeur pour eux. Donc j'essaie de voir comment je peux les aider à accompagner précisément leur développement avec les prestations que nous offrons. En d'autres termes, aujourd'hui, l'argent va devenir de plus en plus rare et vraisemblablement de plus en plus cher. Je m'attends effectivement à ce que les taux d'intérêt ne restent pas au niveau où ils sont aujourd'hui. Et donc, on va devoir porter de plus en plus sur nos propres bilans des investissements pour le compte de nos clients. Ça, c'est au niveau, je dirais, microéconomique de mon entreprise. Et puis derrière, il y a toutes les innovations, on pourra en parler tout à l'heure si vous le souhaitez. Les technologies d'information sont extrêmement porteuses d'innovation, y compris dans des périmètres à faible croissance. On le voit en particulier au Japon. Vous avez une macroéconomie qui est quasiment en récession depuis maintenant près de 20 ans, et pourtant des entreprises qui sont très innovantes et qui savent retrouver la croissance. Justement, sur les innovations, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée de spécialiser les pays européens par type d'industrie? C'est-à-dire, on mettrait les industries financières en Angleterre, l'industrie plus lourde en Allemagne, la France serait sur l'immatériel. Ça vous semble jouable? C'est une Europe qui se spécialiserait par région? Eh bien, je ne le souhaite vraiment pas, car j'estime que dans le monde complexe dans lequel nous sommes, c'est toujours très important d'avoir de multiples partenariats qui sont locaux. Donc je ne le souhaite pas. Je le vois effectivement, et je vois qu'en particulier en ce qui concerne l'industrie financière, on a pris des décisions dont on n'a pas mesuré qu'elles repoussaient la finance en Grande-Bretagne. Je vois aussi que sur les grandes entreprises, on a pris des décisions qui ont fait que les groupes allemands ont pu peut-être mieux se développer que les groupes français. Mais je ne le souhaite pas. Et je ne voudrais pas qu'à terme, pour caricaturer ce que vous dites, l'Allemagne soit le pays industriel, la zone industrielle de l'Europe, l'Angleterre, celle de la finance, et la France, au mieux celle de l'économie immatérielle, et au pire celle du tourisme. Alors, Thierry Breton, pour préciser ce que nous disait tout à l'heure Mathias, à savoir que vous avez été à la tête de grandes entreprises, rappelons que vous avez été à la tête de Bull, de Thomson, de France Télécom et actuellement d'Atos. Alors, on va vous montrer maintenant la troisième partie de notre sondage, justement, qui va vous intéresser, je pense, enrichir la discussion. Quels sont, selon vous, les principaux acteurs de la croissance en Europe? Alors, première réponse, c'est les PME. Pour les gens, la plupart, 40% d'entre eux. Puis derrière, tout de suite derrière, quelque chose qu'ils connaissent bien, à savoir les consommateurs eux-mêmes, 34%. Les grandes entreprises, notamment celles que vous avez présidées, 28%. Les banques, 19%. Les salariés, 17%. Alors, les institutions comme l'Union européenne ou les États, seulement 14%, pour l'un comme pour l'autre. Les partenaires économiques traditionnels de l'Europe, 11%, et les universités, 1%. Un commentaire, Mathias. Thierry Breton, on voit bien dans ce sondage, dans la réponse des Français, que finalement les Français ont en tout cas compris quelque chose, c'est que le salut viendrait d'eux-mêmes, de leurs entreprises, plutôt que de l'État et des grandes institutions. Vous posez les questions justement de ce qu'on n'avait peut-être pas su faire suffisamment pour les grandes entreprises, pour l'innovation. Est-ce que vous avez l'impression, y compris d'ailleurs quand vous étiez ministre des Finances, qu'on a suffisamment fait pour les PME en France? Parce qu'on parle beaucoup des grandes entreprises, et puis on voit bien que l'économie allemande, elle est basée sur ce terrain, sur ce réseau de PME très fortement exportatrices qui structurent l'économie allemande. Est-ce qu'on est finalement en France suffisamment conscient de l'importance des PME? Bien sûr qu'on en est conscient. On en est conscient parce que tout homme politique a dans son département un terreau de PME qui sont extrêmement importantes pour l'économie locale. Donc tout le monde est extrêmement conscient, et les Français les premiers, le sondage le montre, de l'importance des PME. En revanche... En plus, on sait que la résorption du chômage peut venir... Bien entendu, et c'est, je dirais, de très loin le premier employeur, et c'est la première ressource précisément pour essayer de limiter les drames, et notamment les drames du chômage. En revanche, la vraie question structurelle, c'est comment se fait-il effectivement qu'en Allemagne, le tissu de PME est beaucoup plus performant, et notamment on a des PME qui sont de taille nettement supérieure à celles de nos PME moyennes en France, et deuxièmement, comment se fait-il qu'elles exportent autant? Et on s'est beaucoup penché sur cette question. Il est absolument indispensable de recréer un écosystème favorable entre les grands groupes. Il faut avoir des grands groupes en France.
on ne le dira jamais assez, il faut impérativement avoir des grands groupes en France qui exportent, qui travaillent au dehors même de la plaque européenne pour pouvoir précisément entraîner avec elles les tissus de PME. C'est quelque chose qui marche remarquablement bien en Allemagne. Oui, je suis moi-même, mon actionnaire principal, c'est Siemens. Nous sommes une véritable entreprise européenne, Atos. On a 11 000 salariés en France, 14 000 en Allemagne, 11 000 en Grande-Bretagne, 10 000 aux Pays-Bas. On est une vraie entreprise européenne. Siemens, c'est mon principal actionnaire industriel. Et je peux vous dire que les 450 000 salariés de Siemens, évidemment, sont de par le monde. Mais l'écosystème que Siemens a développé dans le tissu de PME est absolument considérable. D'accord, mais Thierry Breton, vous dites, on sait aussi aujourd'hui en France que un des principaux reproches que l'on fait aux grands groupes français, c'est que la variable d'ajustement, notamment sur le plan des coûts, est systématiquement les PME, le tissu de PME, de prestataires, de sous-traitants qu'il y a autour des grandes entreprises. Donc est-ce qu'il n'y a pas finalement un discours politique qui est oui, il faut soutenir les PME, créer un réseau, et en même temps une réalité économique qui est que les grandes entreprises, lorsqu'elles ont besoin d'ajuster leurs coûts, commencent par faire peser une partie de ces coûts sur leur réseau. Les Allemands ne font pas ça. C'est beaucoup moins vrai qu'avant, et vous me le retirez de la bouche. C'est beaucoup moins vrai qu'avant. Vous aviez raison il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. Moi, j'ai vu une maturité très grande se développer aujourd'hui chez les principaux chefs d'entreprise qui font tout pour maintenir cet écosystème dont ils ont besoin. Prenez l'industrie automobile. L'industrie automobile a travaillé en faisant en sorte de ne garder plus que l'assemblage et en sous-traitant au maximum, en poussant cette sous-traitance à l'extrême, y compris de composants critiques. Eh bien, l'industrie automobile, quand elle a des problèmes, elle ne peut pas se permettre, évidemment, de mettre en péril telle ou telle PME, parce qu'elles ne détiennent, elles sont les seules désormais à détenir ce savoir et ce savoir-faire. Donc je crois que ceci a évolué. Non, au fond, ce qu'il faut vraiment, c'est pouvoir nous donner les moyens d'accompagner le développement de nos PME, de les faire grandir, d'avoir un financement qui soit approprié. C'est vrai qu'aujourd'hui, le mode de financement des PME n'est pas approprié. On a eu quelque chose de très positif, qui a été le crédit impôt recherche, qui a été développé donc dans les grands groupes, qu'il faut pouvoir effectivement faire retomber au maximum chez les PME, mais ça ne suffit pas. Il est absolument indispensable que ce tissu et cette mixité entre les groupes plus importants et les PME soient développés en France, qu'on fasse aussi, si jamais il y a des seuils, on en parlera vraisemblablement avec Jean-Claude Mailly. Le problème des effets de seuil n'est pas un problème. Combien de fois j'ai rencontré, lorsque j'étais ministre, des entrepreneurs, et on a besoin d'entrepreneurs en France. On a besoin de personnes qui se lèvent tous les matins pour avoir cette passion de la croissance et de l'entreprise chevillée au corps. Les entrepreneurs me disaient, vous avez, monsieur le ministre, j'ai 3 entreprises. Ah formidable. Mais dans combien de salariés? Toutes les 3, 49. Et ça, je l'ai rencontré tellement... Voilà, c'est des sujets, bien sûr, pour éviter les effets de seuil, etc. Donc ce sont des sujets qui ne sont pas des petits sujets. Pour avancer, je vais vous proposer la 4e partie du sondage que nous avions donc proposé aux Français, que nous avons interrogés. Et on leur demande de quelle région du monde viendront les opportunités de croissance futures pour l'Europe. Ils répondent majoritairement d'abord de l'Union européenne, tout d'abord, de l'Union européenne elle-même, 57%, d'Asie, 41%, les 2 Amériques, l'Amérique du Sud, 18%, la Russie et l'Europe de l'Est, 17%, l'Afrique, 12%, et l'Amérique du Nord, 7%. Ça vous avait étonné, Mathias? En tout cas, ce qui est clair, c'est que les Français disent que finalement, aujourd'hui, ils choisissent les 2 zones qui symbolisent un peu les mots. Parce que l'Union européenne, aujourd'hui, beaucoup de questions sur est-ce qu'on va garder la zone euro, pas la zone euro, est-ce qu'il y a un problème de politique économique européenne organisée, et puis l'Asie qui est quand même accusée du dumping social. Moi, je voudrais juste vous poser une question, faire le sondage auprès de Thierry Breton. Vous êtes d'accord sur ce classement? Union européenne, Asie, les pays d'Amérique centrale, écoutez, les États-Unis en dernier, c'est-à-dire que la croissance de l'Europe, c'est vraiment les États-Unis en dernier aujourd'hui. Il est très révélateur de la réalité, au fond, de la situation. Car c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises françaises qui exportent et qui vont donc chercher de la croissance en dehors de nos frontières, le font très majoritairement sur le continent européen, puisque près de 70% de l'export français se fait en zone euro. Et donc les Français l'ont compris implicitement. Les Allemands aussi, par parenthèse. On parle souvent, avec admiration, de l'Allemagne comme premier pays exportateur au monde. Ils se bagarrent du reste cette place désormais avec la Chine. Mais on oublie de rajouter que l'Allemagne exporte prioritairement, très majoritairement, à 68% en zone euro. Et que, en fait, cette croissance, elle se fait mutuellement. C'est ensemble que nous trouverons notre solution. Ça n'est qu'ensemble et au sein de la zone euro qu'on la trouvera. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas de ceux,
et je sais que ce n'est pas très à la mode en ce moment, mais je l'assume. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'euro va éclater. Car nous avons tous trop besoin, et ce sondage le démontre, de l'euro, tout simplement pour faire vivre nos modèles, même s'ils sont encore imparfaits. Alors moi j'avais posé la question à Pascal Lamy, cette question de l'importance de l'Europe et de l'euro pour l'avenir de la France et de l'Union européenne, est-ce que ça doit conduire à l'imagination d'un certain fédéralisme européen, au moins sur le plan économique, puisque on a une monnaie commune, mais on n'a pas une politique économique commune. On le voit bien dans le débat permanent qu'on a avec les Allemands. Ce fédéralisme européen, nous l'avions quasiment mis en place lorsque nous avions, par la force des choses, mutualisé nos dettes. On avait mutualisé les dettes avant ce fameux incident de 2007, dont je vous rappelais l'existence en début de notre émission. En fait, il n'y avait pas de différenciation. On n'avait pas différencié une dette par rapport à une économie locale. Tout le monde, globalement, empruntait à peu près au même taux sur la zone euro. Il y avait les cigales et les fourmis, certes. Les cigales, c'était plutôt l'Europe du Sud, dont hélas nous avons fait partie pendant 30 ans, et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'étais à Bercy, j'ai décidé, vous vous en souvenez Patrick, première conférence de presse, de dire la France vit au-dessus de ses moyens, eh bien on va baisser la dette de la France pour la première fois depuis 30 ans pour démontrer qu'on peut le faire, car c'est une nécessité. Et puis il y avait les fourmis c'est évidemment l'Europe du Nord, et en particulier l'Allemagne. Et ça a volé en éclats, avec désormais la différenciation, lorsque les Allemands, j'y reviens parce qu'il faut vraiment l'avoir en tête, lorsque les Allemands ont décidé de mettre cette règle d'or. Il faut maintenant qu'on le fasse tous. Et nous ont finalement imposé à chacun d'entre nous de le faire, c'est-à-dire de faire le ménage qu'on a à faire chez nous, avec la durée de temps qui va bien, pour différencier les dettes et les économies. Et bien maintenant, on va reconstruire progressivement sur la décennie qui vient ce fédéralisme économique donc ça veut dire qu'il faut renégocier un certain nombre de traités, notamment avec les Allemands. Alors, on voit bien et question complémentaire, vous pensez qu'in fine, François Hollande et Angela Merkel vont finir par s'entendre? Deux questions importantes. La première, certainement pas. Le traité a été décidé. Pas ratifié encore. Il n'a pas été ratifié, mais il a été décidé, souvenez-vous. C'était donc il y a quelques mois, donc à Cannes, on a décidé précisément que chaque pays, désormais, devait se donner une trajectoire, à charge pour lui de prendre celle qui est socialement acceptable et économiquement viable, et l'inscrire ensuite de façon contraignante dans ces institutions ou là où il faudra le faire pour que ce soit contraignant. Ça a été décidé. Donc ce traité, ça y est, c'est fait. Maintenant, il faut l'appliquer, il faut le mettre en œuvre. Et là, il faut retourner, évidemment, devant ses opinions publiques pour le faire. Donc ce volet-là, il est fait. Et je ne pense pas, voyez-vous, qu'on y reviendra, parce que si on y touche un cheveu, les répercussions sur le marché et sur les taux seront instantanées. Et après la Grèce, après le Portugal, après l'Italie, après l'Espagne, c'est la France qui est désormais en ligne de mire. Donc je ne pense pas qu'on le touchera. En revanche, je suis certain qu'on va y ajouter effectivement un volet croissance. Et je le dis souvent, la croissance, c'est aussi le temps. Qu'est-ce que vous donnent les marchés, au fond, lorsque vous allez les voir? Ils vous donnent du temps pour réaliser vos projets et vos promesses. C'est ça ce qu'on achète lorsqu'on achète une dette. On achète du temps. Ce temps, aujourd'hui, le problème, c'est que le temps des marchés n'est plus le temps politique. Réalignons le temps des marchés avec le temps politique. Faute de quoi? Alors oui, tout est imaginable, y compris ce que vous aviez tout à l'heure, auquel je ne crois pas. Vous parliez tout à l'heure de l'économie qui a un caractère empirique. Vous savez parfaitement qu'une partie de la croissance, elle dépend aussi du degré de confiance des différents pays. De confiance en eux-mêmes, de confiance en l'avenir. Tous les sondages le montrent depuis des années. Les Français sont les plus dépressifs en Europe, les plus dépressifs dans le monde. Est-ce que vous pensez qu'il y a une fatalité à une espèce de croissance molle en France qui se baladerait entre 0,5 et 2%? Ou est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'ancien ministre des Finances, vous avez vraiment confiance dans la capacité de notre pays à retrouver le chemin d'une vraie croissance et pas d'une croissance qui se situe autour d'1%? Le chemin de la vraie croissance, et vous avez raison de le dire, et j'aime beaucoup ce que vous venez de dire, c'est la confiance et le retour à la confiance. Et on ne peut pas donner une ambition, une vision à tout un peuple, à un pays, en lui disant « je vous promets pendant 10 ans du sang et des larmes ». C'est juste impossible. En revanche, si on dit à un peuple, à un pays, voilà où nous allons aller, voilà ce qu'on va faire ensemble, voilà les moyens qu'on se donne, voilà l'échelle de temps acceptable que je vous offre, on pourra le faire. Et je voudrais ajouter un point qui me semble absolument fondamental dans votre remarque, c'est le fait qu'au fond, si vous vous réveillez tous les matins en disant demain, l'État est tellement impécunieux qu'il va me prendre tout ce que je gagne parce qu'il ne peut plus faire autrement, ça tue effectivement cette confiance.
et ça tue effectivement la croissance. C'est un phénomène bien Donc connu en économie, 75%. qui est le ricardisme. Le ricardisme, qui est du reste sans doute lié à ces fameux 90%, peut-être qu'implicitement, les peuples de notre planète se disent que quand un État dépense un endettement de 90%, eh bien, on ne pourra plus qu'augmenter les impôts, voire les confisquer. Et à ce moment-là, ça crée effectivement un effet dépressif. C'est peut-être ça ce qu'on a vu au fond au Japon. Mathias Léadon, je vais vous remercier. On a abordé donc la croissance comment, la croissance demain, et on va maintenant voir la croissance pour qui, et on va le voir avec un syndicaliste éminent, vous le connaissez, il s'appelle Jean-Claude Mailly. C'est, je dirais, le patron de Force ouvrière. Un syndicaliste n'aime pas se faire appeler patron, disons le numéro 1 de Force ouvrière, le secrétaire général de FO. D'abord, merci d'être venu, porter peut-être la contradiction, je ne sais pas, en tout cas apporter votre point de vue dans ce débat très important. Et on va commencer par encore un petit sujet, un sujet de Sigor Ibáñez, qui va justement nous dire pour qui cette croissance. Et s'il n'y avait pas que le PIB pour mesurer la croissance, comment mieux prendre en compte sa répartition? En 2009, le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz remet un rapport inédit à Nicolas Sarkozy. Voici sa conclusion. Le calcul du produit intérieur brut doit être enrichi par des données plus qualitatives, sociales et environnementales. C'est ce que nous explique l'économiste Olivier Pastré. Ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte pour mieux pouvoir comparer les pays. Encore une fois, tous ces chiffres, tous ces éléments chiffrés n'ont de sens que pour voir la dynamique d'une part et pour comparer entre pays. Plus on a une palette large d'indicateurs, plus la comparaison est pertinente. Alors comment imaginer une nouvelle façon de penser et de faire la croissance? Parmi les nouveaux secteurs en développement, l'économie sociale. Bonjour, nous sommes ici au siège social du groupe SOS. Cet homme, c'est Jean-Marc Borrello, un patron atypique. Ancien éducateur de rue, il est aujourd'hui à la tête d'une entreprise de plus de 10 000 salariés. Son credo, faire du social en appliquant les méthodes du privé. Jean-Marc Borrello gère des hôpitaux, des maisons de retraite et des centres d'hébergement pour les SDF. En quelques années, son entreprise est devenue un des poids lourds de l'économie sociale. Un entrepreneur social, c'est quelqu'un qui dirige une entreprise avec le calcul permanent de son impact économique, évidemment, mais aussi de son impact social et de son impact environnemental. Donc être patron d'une entreprise sociale, c'est vivre avec 3 boussoles qui indiquent 3 nords différents. On essaie d'être le meilleur possible sur chacun des 3. Aujourd'hui, Jean-Marc Borrello est de plus en plus consulté par certains grands patrons du CAC 40. Tous persuadés que l'économie sociale sera dans le futur un nouveau socle pour la croissance. Jean-Claude Mailly, ça c'est des patrons comme vous les aimez? Oui, mais on ne pourra pas avoir une économie complètement faite d'entreprises de l'économie sociale, mais l'économie sociale joue un rôle important aujourd'hui. Il y a des entreprises de l'économie sociale, il y a celle-là, je peux citer un nom, le chèque déjeuner par exemple, c'est une scope qui marche très très bien et qui sont submergés d'ailleurs, et c'est un signe de demande spontanée de candidature de jeunes, etc. Donc c'est un élément qui est amené à se développer. On n'aura pas, ou alors on change de système. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui peut marcher, effectivement. Alors, vous avez face à vous un homme qui a été ministre des Finances, qui a été patron de France Télécom, avec qui vous avez dû négocier, vous ou vos prédécesseurs. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ce soir? Non, j'ai Et écouté, de nous dire. Oui, non, mais j'ai écouté ce que Thierry Breton disait tout à l'heure, notamment sur la dette. Moi, je voudrais rappeler quand même 2 ou 3 éléments. La dette globale, on parle toujours de dette par rapport au PIB. Donc un endettement, produit intérieur brut. Produit intérieur brut. Donc un endettement diminue aussi quand la croissance augmente. Et je pense qu'aujourd'hui, parce que la crise est loin d'être terminée, ce n'est pas une élection présidentielle, quel que soit son résultat, qui met fin à une crise. La crise, pour sortir de la crise, il y a des décisions à prendre au niveau international qui ne sont pas prises pour le moment. Enfin, je ne sais pas, mais... Lesquels? Par exemple, les paradis fiscaux, ils existent toujours. Et ce n'est pas la peine d'aller très loin, il suffit d'aller au Luxembourg alors, M. Juncker ne sera pas content quand on dit que le Luxembourg est un paradis fiscal, mais c'est un paradis fiscal. Au niveau européen, il y a des choses à faire également. Moi, mon organisation, on est pour une renégociation des pactes. Je sais bien que ce n'est pas facile, mais c'est une renégociation. Si l'on veut que l'Europe ne soit plus perçue comme c'est le cas aujourd'hui, pas simplement en France, mais dans beaucoup de pays, et notamment par les salariés, comme une structure de contrainte et de sanctions, mais comme un facteur d'espoir,
il y a des choses à faire dans la renégociation, y compris du pacte de stabilité et de croissance tel qu'il avait été conçu. Donc vous appuierez François Hollande dans ses bras de fer face oui, à il avait la parlé, chancelière allemande. en tant que candidat, il a parlé d'une renégociation. On verra ce que donneront les négociations avec les autres pays européens. Mais quand on voit, et ça a été abordé, Thierry Breton l'a esquissé tout à l'heure également, quand on voit ce qui se passe en Grèce aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe en Italie, on arrive quand même à des... C'est pas simplement de la soutenabilité sociale. Il y a des problèmes de soutenabilité sociale. Y compris quand vous avez ce qu'on appelle la Troïka, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, l'Union européenne et la Banque centrale, qui exigent, en contrepartie des aides apportées au pays, de casser le système de négociation collective, de baisser les salaires, de remettre en cause toute une série de systèmes. Mais il y a aussi, on arrive à un moment donné, un problème de soutenabilité démocratique. Et l'on voit très bien dans les différents pays, y compris chez nous au passage, des mouvements dits populistes ou d'extrême droite qui sont en train de monter, comme ils montent toujours dans ce type de situation. Donc il y a vraiment, à la fois, c'est la difficulté de la situation d'ailleurs, à la fois des décisions à prendre au niveau international, au niveau européen, mais également au niveau national. Et c'est l'articulation entre les trois qui est difficile, mais on ne sortira pas de la crise, selon moi, tant qu'on n'aura pas cette articulation. Thierry Breton. Jean-Claude Bailly a dit quelque chose d'important. La crise est loin d'être terminée. Elle est loin d'être terminée. Et ça ne se décrète pas à la fin. Et en ce qui me concerne, je pense qu'elle va se dérouler cas à cas sur la décennie qui vient. Alors maintenant, vous avez dit tout à l'heure quelque chose auquel je souscris. Le ratio d'endettement par rapport au produit intérieur brut, finalement, n'a que peu d'importance. Ce qui est important en économie, c'est qui va nous permettre de faire, pardon de le dire aussi directement que cela, à partir de l'année prochaine, nos fins de mois. Tous les jours, ce fameux milliard qu'on va demander qu'on nous prête, qui va nous le prêter et à quelles conditions? Et j'en reviens systématiquement à ce point, pour pouvoir loger ce que vous venez de dire, à juste titre. Et lorsque l'on voit effectivement la violence, je dirais, au seuil de la France, désormais, autour de nous, qui se déroule parce qu'on a appliqué des méthodes, la Troïka, et en particulier le FMI. Je n'étais pas de ceux qui pensaient que le FMI devait venir en Europe. Vous le savez. Pas même en Grèce. Pas même en Grèce. Je pense que c'était un travail à faire entre nous. Je pense que le FMI a des méthodes qui sont les siennes. Elles sont souvent considérées comme brutales. En tout état de cause, je ne considère pas qu'elles sont adaptées à des vieilles démocraties, à des peuples vieux qui ont leurs histoires, culturelles ou sociales. C'est lui qui a inventé le mot de démocratie. Et hélas, on s'est un peu laissé prendre les uns les autres, on n'a pas assez résisté, et je dirais qu'aujourd'hui, on est en train de le payer. On en revient toujours au temps. Vous le savez, c'est aussi ce que vous demandez dans les négociations que vous conduisez. Il faut du temps pour faire de la pédagogie, faire accepter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les réformes, et là on aura peut-être des points de désaccord, parce qu'il y a des réformes fondamentales à mener. Mais en tout état de cause, recommençons de grâce à desserrer cette contrainte artificielle dans laquelle nous nous sommes mis, et qui, si on ne le fait pas, eh bien oui, je pense, risque de faire en sorte que la France court peut-être à une catastrophe sociale et plus rapidement qu'on le pense. Parce que les réformes qui vont nous être imposées un petit peu par l'extérieur, vous le dites tout à l'heure, l'Europe c'est les autres, l'Europe c'est pas nous, c'est de la faute de l'Europe, on va les refuser, et si on les refuse, alors à ce moment-là, on rentre dans un puissant fond. Mais si on vous résume bien, le temps démocratique n'est pas adapté Il faut le retrouver. Temps économique. Il faut le retrouver, ce temps. Ce qui importe, c'est pas encore une fois le ratio de dette sur le PIB, ce qui importe, c'est le montant des échéances, et ça, c'est absolument indispensable. On ne peut plus s'y échapper aujourd'hui. Oui, mais je vais prendre un exemple. Quand on voit que la Banque centrale européenne, en 2 fois, a prêté 1 000 milliards d'euros, j'arrondis, 1 000 milliards d'euros aux banques européennes. Quand on voit qu'il y a 3 semaines, commissaire, qui est français d'ailleurs, Michel Barnier, écrit aux banques de chacun des pays en disant, banque centrale, en disant, dites-nous ce que vous avez fait de ces 1 000 milliards. Est-ce qu'a priori, vous n'avez pas prêté aux États? A priori, vous n'avez pas prêté aux entreprises. A priori, vous n'avez pas prêté aux particuliers. Et on vous prête à 1%. Bon, est-ce que c'est normal? Un cadeau pour vous. Oui, non, mais d'une certaine manière, c'est Michel Barnier. C'est pas moi, c'est la Commission européenne. Moi, je pense... Je fais partie de ceux qui pensent que, parce que le dogmatisme, on l'a, y compris dans le raisonnement allemand, y compris pour des raisons historiques. Je sais bien, l'hyperinflation en Allemagne, c'est synonyme des années 30. On connaît tous ça. On n'a pas ce tropisme chez nous. Mais moi, je pense que ça ne règle pas les problèmes, mais qu'on doit, à un moment donné, autoriser sous une forme ou une autre, par exemple la Banque centrale, à prêter directement aux États. Oui, voilà, c'est un des éléments. Ça dessert la contrainte et on la dessert pas. À quoi ces 1 000 milliards ont servi? Bien, je vous le dis, ils ont servi
à ce que les banques, qui avaient cessé de racheter les dettes qui venaient à échéance, rachètent à nouveau les dettes qui venaient à échéance des États. Oui, enfin, je ne suis pas convaincu. Mais moi, c'est pas que je suis convaincu, vous discutez ça avec les banquiers français, ils vous disent... J'en suis certain. Ils vous disent les obligations d'État, c'est pas nous, ce sont les assureurs. Alors parce que la France risquait de rater ses émissions, ses échéances, l'Espagne également, l'Italie également. Et donc, il a fallu réinjecter de l'argent dans le système pour que ça se passe. Alors maintenant, il y a un deuxième volet que vous esquivez, qui est le volet précisément du financement de l'économie. Et au fond, derrière la question que vous posez, c'est est-ce que les banques ont joué ce rôle de financement de l'économie? Il y a un projet dans la croissance, la recherche de croissance en accompagnement des trajectoires de vertu budgétaire dont on a parlé tout au cours de l'émission. Ce projet, c'est d'augmenter le capital de la BEI, de la Banque européenne d'investissement, pour peut-être une trentaine de milliards d'euros, qui permettrait d'avoir un bras de levier de l'ordre de 150, 160 milliards d'euros pour aller précisément financer soit des projets importants, soit des PME. Je pense que ceci va se mettre sur pied assez rapidement. Vous m'accorderez, Thierry Breton, que c'est déjà dans les tuyaux. Bien sûr. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est déjà dans les tuyaux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est pas fait. En Europe, malheureusement, entre ce qui est dans les tuyaux et ce qui est fait, il y a souvent un temps qui est pas plus compatible, là encore, avec la réalité du terrain. On parlait de temps tout à l'heure. Le temps politique n'est pas le temps social, par exemple. On en a longuement parlé. Mais le temps politique n'est pas non plus le temps des marchés ou le temps de l'économie. C'est une évidence. Mais de plus en plus, on se rend compte, quand on discute, y compris avec nos camarades étrangers, y compris avec les différents pays, qu'on a de plus en plus confronté à de vrais problèmes démocratiques, y compris dans un pays comme le nôtre. Peut-être plus dans notre pays que dans d'autres. La question européenne, mis à part quand il y a eu deux référendats. Sinon, la question européenne, elle est quasiment jamais discutée. En tout cas, dans cette campagne, on n'en a pas entendu beaucoup parler. C'est vrai. Mais même, mis à part quand il y a eu le référendum de 2005 et de 92, sinon, est-ce que l'on parle des questions européennes? Moi, je dis toujours, c'est difficile pour quelqu'un qui est candidat à la présidence de la République de dire, écoutez, votez pour moi, mais je vous préviens, j'ai moins de pouvoir qu'avant. Mais c'est quand même une réalité. D'autant que quand on pose la question sur l'Europe, en général, les gens répondent à côté de la question. Oui, les gens, globalement, sont européens, mais il y a une vraie inquiétude, il y a une vraie contrainte. L'Europe est perçue comme une contrainte. À ce stade de la discussion, je voudrais vous présenter la 5e question que nous avons posée à nos téléspectateurs, donc par le biais de Opinionway. La réponse, d'ailleurs, devrait faire plaisir à Jean-Claude Maillet. On dit aux gens, à votre avis, à qui la croissance bénéficie-t-elle majoritairement? Ils disent aux actionnaires, presque à la moitié, les dirigeants 29%, les salariés 15% seulement, et les 6% pour les clients. Ça vous étonne guère, j'imagine? Oui, non, 49 et 29, si je compte bien, ça fait 78, ça fait quand même pas mal. Et 15% seulement pour les salariés. Oui, mais je crois aussi que c'est l'évolution d'un système, c'est le fait que l'actionnariat financier, le capitalisme financier a pris de plus en plus de poids, y compris dans la gestion des sociétés. Combien de présidents de grosses sociétés, sont aujourd'hui dépendants du choix fait par l'actionnaire, et qui plus est, alors pas tous, mais quand l'actionnaire est financier, on voit les dégâts que ça a fait sur certaines entreprises françaises qui vont vraisemblablement présenter des plans sociaux dans les semaines à venir, parce qu'elles ont été soumises à cette logique. Je crois que quand on parle de crise, c'est pas simplement un soubresaut des marchés. Je crois qu'il faut repenser en partie le système, y compris sur l'investissement. Ce n'est pas que le retour sur investissement à 10 ou 15% dans l'année ou les 2 ans à venir. Quand on investit, c'est sur du long terme, sur l'industrie. C'est pas la fin d'un capitalisme pur et dur, sans contrôle. Alors, il y a 2 choses. D'abord, je suis assez, moi, à la fois pas étonné parce que on souffre malgré tout en France, et j'avais essayé de m'y attacher lorsque j'étais à Bercy, de manque de culture économique. On raille souvent, du reste un peu à juste titre, le niveau de nos manuels scolaires d'économie en classe de première, qui sont très très éloignés, y compris du reste sur l'économie sociale, mais pas que celle-là, très éloignés de la réalité et des aspirations des uns et des autres. Et ce sondage, pour moi, est la traduction de cela. Aujourd'hui, considérer que la croissance profite en majorité aux actionnaires n'est pas du tout la réalité que je vis moi. Moi, je vis une autre réalité. Moi, mon problème, c'est que je n'ai plus d'actionnaires aujourd'hui en France. Mais alors, assez souvent... Je voudrais juste y revenir, c'est un point très important. Oui, mais assez souvent, on est frappé d'entendre le matin à la radio
tel groupe a vu tout d'un coup son cours de bourse s'envoler parce qu'il y a eu un plan social et oui, mais parfois, ça dure pas. dit-on, parce que ça y a eu des messages. Mais généralement, c'est vraiment des feux de paille. Vous savez, ça ne marche pas comme ça. L'entreprise, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce sont des salariés d'abord. Ce sont des clients, ce sont des sous-traitants, ce sont des actionnaires, ce sont les collectivités locales dans lesquelles on opère. Et c'est vraiment ça, c'est ça ce qui fait la vie d'une entreprise. C'est pas uniquement pardon de cet anglicisme, mais qui a été tragique et qui a été ravageur, le shareholder value, la valeur pour les actionnaires des années 80. Je vous assure, c'est terminé. Moi, j'ai un autre problème. J'ai un autre problème. Mon problème, c'est qu'il y a de moins en moins d'actionnaires en France et qu'on fait tout pour faire en sorte qu'ils ne viennent plus en France. Alors on leur met des taxes Tobin. Très bien si c'est pour le monde entier ou l'Europe, mais quand c'est pour la France, eh bien ils ne viennent plus. On ne favorise plus l'investissement à moyen terme pour les actionnaires. Vous parlez des gros actionnaires ou des petits actionnaires? Mais des gros et des petits. Je vous assure qu'aujourd'hui, nous avons de moins en moins d'actionnaires, d'investisseurs qui vont investir dans les entreprises françaises. Alors qui le fait? Vous le rappelez tout à l'heure dans votre film, des fonds souverains, le Qatar, la Chine, la Norvège, que sais-je, mais on a de moins en moins de structures actionnariales. Or, les actionnaires, c'est fait aussi, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur les échéances des dettes des États souverains. C'est aussi pour financer des projets. Ça sert à ça. Financer des projets. Ils ne sont pas tous comportés comme ça, monsieur. Non, mais de moins en moins. Mais je vous assure que quand un actionnaire intervient en disant je reste un longtemps, et je viens sur le développement d'entreprise. On a tous des cas comme ça en mémoire, vous avez raison. Mais je vous assure que de plus en plus. Vous en avez vu souvent. Il y en a eu, mais je vous assure de moins en moins. Moi, ce que je sais, c'est que dans mon entreprise, on a près de 80 000 salariés. On va embaucher dans les 3 ans qui viennent 30 000 salariés. 30 000 salariés. Ce sont des jeunes ingénieurs. Eh bien, j'ai besoin d'actionnaires pour me financer mes projets. Oui, j'en ai besoin. Et aujourd'hui, on va les chercher. On va les chercher à Hong Kong parce que les marchés sont là. On va les chercher à New York. On va les chercher à Londres. On va les chercher un peu en Allemagne et de moins en moins en France. C'est un problème pour la compétitivité de la France. Jean-Claude Maillet a dit qu'un certain nombre de plans sociaux avaient été mis sous le tapis tout au long de la campagne présidentielle et ils vont sortir aujourd'hui. Ils sont en train de sortir. Mais on le sait tous. On en a tous entendu parler. C'est vrai aussi que quand on est un chef d'entreprise, on doit aussi intervenir dans un écosystème qu'est-ce qu'il était. Et c'est vrai que dans une campagne électorale, personne ne peut faire l'impasse d'une campagne électorale. C'est normal, du reste, et c'est même un respect républicain. Ceci dit, le principe de réalité, hélas, je crains beaucoup, je n'ai pas d'informations particulières, mais vous en avez certainement plus que moi, je crains effectivement que compte tenu de la faible croissance dont on parlait tout à l'heure, eh bien, on ait un nombre important de plans de licenciement devant nous dans les mois qui viennent, bien sûr, et c'est une grande crainte pour la France. Et avec le drame du chômage des jeunes, qui est alors là un drame endémique, qui est vraiment pour moi le pire drame de la nation. Alors les deux catégories les plus touchées, c'est le chômage des jeunes et les anciens. Oui. Enfin, on pousse la retraite, mais ils ne sont pas au boulot pour autant. Hein. Non, ça... Oui, non, mais il y a effectivement des risques. Je ne dis pas que c'est pour des raisons politiciennes. Des chefs d'entreprise ne voulant pas vraisemblablement prendre le risque de s'instrumentaliser pendant une campagne, s'ils peuvent retarder, ont retardé. Et on s'attend effectivement, malheureusement, des difficultés dans la métallurgie, peut-être dans l'automobile, avec la descente en filière. Parce qu'il y a eu un travail de fait, Thierry Breton le citait tout à l'heure, sur la filière automobile à l'initiative de l'État. Moi, je tiens à le dire, et moi je le dis clairement, d'un ministre de l'Industrie qui a fait un bon boulot, c'est Estrosi, qui a fait un gros travail en tant que ministre de l'Industrie. Et de ce point de vue, vous êtes plutôt optimiste quand vous voyez la physionomie de ce nouveau gouvernement ça on va voir. Pour le moment, j'en sais rien. Ce nouveau président. Il y a une des idées que nous avions, nous, émises, qui a été retenue visiblement dans le programme, c'est de créer, par exemple, alors on appelle ça une banque nationale de l'industrie, mais enfin, en tous les cas, c'est pas une nouvelle banque, c'est de mieux coordonner tous les fonds publics qui existent aujourd'hui et qui travaillent un peu de manière dispersée. Donc, il appartient à l'État de mieux coordonner ça, ou un livret d'épargne industrielle. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent alimenter l'industrie. Effectivement, on ne peut pas être un pays développé sans avoir non seulement une culture, mais un réseau industriel important. Ça fait partie des choix. Mais juste un mot... parce que, ça sera le dernier mot. On parle renégociation par renégociation, ou ajouter un élément de croissance au traité actuel. Sauf que qu'est-ce qu'on entend par croissance? Est-ce que c'est la vision du président de la Banque Centrale Européenne et qui est imposée par la Troïka en Grèce, en Espagne ou en Italie? Ça veut dire vous déréglementez, vous flexibilisez, vous remettez en cause les droits qui existent? Ou est-ce qu'on est dans une logique de dire on va
via la BEI, via toute une série d'instruments, booster la croissance, booster les investissements, les infrastructures. Vous voyez qu'entre les deux, c'est complètement opposé. Et puis Patrick Pavlov, il ne faudra jamais oublier, on n'en a pas parlé malheureusement avec Jean-Claude Mailly, que l'une des priorités en parallèle à cela, ce sera de baisser la dépense publique. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, être le pays au monde qui dépense le plus. Moi, avant d'entendre parler de baisse de la dépense publique, je voudrais que l'on discute de quel est le rôle, quelles sont les missions du service public dans notre République. Ça passe par la redéfinition des missions de l'État. Non, mais c'est d'abord, est-ce qu'on est tous d'accord pour rester dans une République avec ce que ça comporte? Après, on regarde comment ça fonctionne. Avoir ce discours, et si on n'a pas le premier débat, il faut avoir ça ne cette sert à rien. discussion. Et il faut ensuite passer à l'action. Vaste débat, on aura l'occasion d'en reparler très prochainement, puisque la fois prochaine, notre invité sera Jacques Attali, où on parlera de mondialisation. Je vais vous remercier, Jean-Claude Mailly. Merci pour votre intervention. Et puis vous, Thierry Breton, je vais vous demander un dernier travail, mais cette fois-ci moderne, puisque vous avez été un homme qui a travaillé dans l'informatique. Je le suis toujours. Il y a déjà bien longtemps, et aujourd'hui encore. Donc vous allez tweeter, puisque aujourd'hui c'est moderne. Vous allez tweeter, à qui vous voulez d'ailleurs. Je vais vous dire, chez Atos, on a une équipe de jeunes de moins de 30 ans absolument formidable. Ils sont très très nombreux du reste, parce que c'est une entreprise très jeune, moyenne d'âge 36 ans. Et là, ils sont venus me voir un jour et ils m'ont dit, écoutez, on a des solutions. Nous, on utilise maintenant des réseaux sociaux, Facebook, des messageries instantanées, Twitter, Yammer et autres. Et vous arrivez avec des outils un peu artificiels. On voudrait être la première entreprise au monde, zéro email, à ne plus avoir d'email. Et donnez-nous les moyens, un petit budget, et on va vous démontrer comment. Ils sont en train de le faire. Atos va devenir, à la fin de l'année prochaine, la première entreprise au monde à avoir substitué les emails traditionnels, où là, le confort au travail, on croulait tous ces emails, pour le remplacer par des réseaux sociaux. Et donc je vais m'adresser aux jeunes, à l'équipe Zéro Email d'Atos, et je vais lui dire que la croissance de demain, c'est surtout la passion que vous avez en vous. Voilà. Et ils en ont une très forte. C'est ce qui me donne un formidable enthousiasme et beaucoup d'espoir pour notre pays. Et bien merci justement pour cet enthousiasme. Merci Jean-Claude Mailly d'avoir participé à cette émission. Donc on se retrouve très très prochainement sur LCP avec notre 4e émission, thème de campagne. Jacques Attali en invité principal. Merci Thierry Breton.